Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15h à la une dans l'actualité. Une réunion de travail sur l'accélération de l'abandon des MGF s'est déroulée hier. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Kenyans aux urnes pour les élections à couteau tiré. Je vous le disais dans le titre, le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec le FUNUAP et l'UNICEF et les secrétaires généraux des départements sectoriels, ont abrité hier à l'hôtel des Acacias une réunion de travail entre les membres de la mission conjointe des bureaux régionaux du FUNUAP et l'UNICEF et les secrétaires généraux des départements impliqués dans la thématique des MGF. Cette réunion de haut niveau, présidée par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Ahmed Hassan. L'objectif de cette réunion s'inscrit dans le cadre du programme national conjoint pour l'abandon total de toute forme d'excision. Cette réunion sera l'occasion pour notre pays de mettre en avant les acquis et de démontrer à travers les rencontres et les discussions que Djibouti continue de réaliser des progrès dans l'accélération de l'abandon des MGF, et c'est à travers un engagement politique ferme de la part du gouvernement. Quant à Mme Aïcha Ibrahim, représentante du FUNUAP, elle a indiqué que l'excision était une pratique néfaste et que par conséquent, elle devrait être abolie. Le pays depuis bien longtemps pour faire disparaître cette pratique néfaste pour les filles, pour les femmes, et que cela soit en termes de droits humains bien sûr, mais sur leur santé et bien d'autres choses. Donc permettez-moi, au nom du programme conjoint, au nom des représentants de UNFPA et de UNICEF, de vous remercier encore et surtout de remercier Madame la ministre d'avoir pris, malgré ses nombreux engagements, d'avoir pris le temps de diriger cette réunion. Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Ahmed Hassan, a rappelé que la thématique des MGF est prioritaire pour le gouvernement de Djibouti. Écoutons-la. Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter le travail effectué par le gouvernement djiboutien contre la lutte contre les MGF, travail effectué par différents départements ministériels. C'est une thématique qui s'inscrit dans l'agenda du gouvernement de Djibouti, thématique et sujet pour lequel le gouvernement de Djibouti mène maintenant depuis plus de 30 ans une lutte pour y éradiquer. Il y a eu une stratégie qui a été élaborée, une première stratégie qui a été évaluée, une deuxième a été conçue, élaborée sur la base des résultats de la première stratégie. C'est pas un sujet, on va dire, c'est pas un sujet où un thème qui est traité simplement par un seul département. Tous les départements ministériels sont engagés dans cette lutte. Qu'à l'époque où les instances internationales ont commencé à parler de la problématique des MGF, Djibouti faisait partie des rares pays qui avaient instauré une loi pour éradiquer ou sanctionner cette pratique-là. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, il y a eu une réflexion qui a été faite. Jusqu'à présent, nous avons mené des activités de sensibilisation avec les associations, avec les adultes. Dorénavant, le problème des MGF va être considéré comme un problème important et va être inscrit dans le curricula d'éducation nationale, c'est-à-dire dans la matière sciences de la vie et de la terre, dès la 3e. Et sachez une chose, que cette problématique et cette thématique des MGF reste une priorité pour la République de Djibouti. Mesdames et messieurs qui viennent de très loin, d'abord vous souhaitez la bienvenue, un bon séjour à Djibouti. Suite à la recrudescence des incendies dans la capitale, surtout dans le secteur de Babla, dont certains semblent être volontaires, le directeur de la protection civile, et le colonel Mahmoud Mohamed, et le directeur de la police nationale, le colonel Abdelaye Abdi, ainsi que le procureur de la République, Eid Ahmed, ont tenu hier matin conjointement une conférence de presse.
Lors de cette conférence, les responsables de la sécurité ont évoqué l'origine des incendies. Si l'origine des incendies sont en partie dues aux installations électriques frauduleuses, la protection civile a constaté ces derniers temps que les incendies sont l'œuvre des individus locataires mal intentionnés qui mettent le feu volontairement. Ces actions ont été constatées par la protection civile, surtout dans le secteur de Balbala. Les auteurs de ces méfaits sont des locataires et mettent en danger la vie d'autrui. L'enquête est en cours pour élucider les véritables intentions de ces pyromanes. Je vous propose de suivre les déclarations du directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Mohamed. De quartier de Balbala, que les maisons où nous intervenons sont des maisons vides, où il n'y a ni personne, ni femme, ni enfant, et que l'incendie est soi-disant déclaré. C'est une chose qui est tout à fait magique. Un incendie ne se déclare pas par le phénomène magique, mais c'est qu'il y a dû avoir quelque chose qui est à l'origine de cela. L'enquête suit son cours. Nous sommes en train de voir les raisons qui ont amené à ce que ces incendies, mais nous constatons que c'est des incendies volontaires. Les personnes qui vont être arrêtées ou bien qui sont à l'origine de cet incendie vont être traduits devant la justice. Le directeur de la protection civile était entouré d'hier matin lors de la conférence de presse sur le constat sur la recrudescence des incendies à Djibouti par le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Adi, et le procureur de la République, M. Eid Ahmed. Le directeur de la police a mis en garde les auteurs des fraudes électriques commettant un délit. Il a lancé une sévère mise en garde contre les pyromanes afin qu'ils cessent leur action qui mettent la vie d'autrui en danger. Le colonel est intervenu pour avertir la population des dangers causés par les auteurs des incendies volontaires. Écoutons-le. J'aimerais aujourd'hui intervenir dans les antennes de notre télévision pour attirer l'attention de nos concitoyens et concitoyennes que ces derniers temps, nous constatons de plus en plus un nombre important d'incendies qui se déclenchent dans notre ville, et plus particulièrement à Balbala. Nous constatons également que certaines de ces maisons incendiées, ou qui étaient à l'origine de ces incendies, ce sont des maisons occupées par des locataires et dans lesquelles il n'y a pratiquement aucun mobilier. Nous doutons et nous soupçonnons qu'effectivement, il y ait de la mauvaise volonté. Nous également entendons et recevons des informations disant qu'il y a des pyromanes qui initient ces incendies. Donc j'aimerais attirer l'attention de nos concitoyens et concitoyennes pour leur dire que ces faits, ce sont des faits criminels et que nous ne pourrons accepter ni pardonner. Nous menons des enquêtes, nous poursuivons, et quiconque qui sera arrêté et trouvé effectivement auteur de ces incendies sera poursuivi et présenté devant la justice pour que la loi soit exécutée dans toute sa rigueur. Nous attirons également l'attention de nos concitoyens et concitoyennes qui fraudent l'électricité et que de par la fraude provoquent des incendies. Le fait de frauder est une infraction, mais également quand le fraude que vous commettez, il en résulte des incendies, également, vous êtes doublement auteur de crime. Et vous serez poursuivi devant la justice pour assumer vos responsabilités. Si je me permets de dire ça, je parle sous le contrôle du procureur de la République qui est présent avec nous. Donc je souhaiterais, j'attire, je demande à nos concitoyens et concitoyennes d'arrêter, de cesser. Ceux qui sont de mauvaise volonté doivent cesser, et ceux qui agissent ainsi en fraudant, fraude dont il en résulte des incendies également, qui cessent. Sinon, il faut qu'ils s'attendent à être poursuivis devant la justice et punis conformément à la loi.
Dans la déclaration qu'il a faite hier matin, le procureur de la République s'est montré ferme, mais surtout très préoccupé de l'ampleur que prennent ces recrudescences d'incendies, qui sembleraient, d'après les enquêteurs, mener qu'il s'agirait d'actes volontaires, entraînant ainsi la mise en péril de la vie d'autrui, ce qui réprimande pénalement. Les auteurs présumés de ces actes délictueux encourent des peines de prison ou une forte amende. Si ces méfaits sont organisés en groupe et de façon concertée, les peines et les amendes seront doublées. Suivant plus de précision la déclaration du procureur de la République. Pour commencer mon propos, je voulais tout d'abord remercier tout sincèrement le directeur général de la protection civile et le directeur général de la police nationale. Le premier pour l'accomplissement de leur mission, l'accomplissement des missions des pompiers. Dans des conditions assez difficiles, et on a pu le voir dans l'incendie de Belbela, les sapeurs-pompiers agissent pour essayer dans un premier temps, d'éteindre les feux et sauver des vies humaines. Je voulais également remercier donc la police nationale pour les efforts de protection et d'assistance et de recherche dans les phénomènes qui sont produits. La police a maintenu l'ordre public malgré la situation d'urgence qui prévalait. Je voulais vous parler des sanctions encourues pour deux faits bien distincts. Celui de la mise en danger de la vie d'autrui. L'utilisation frauduleuse, le branchement de câbles d'électricité de manière frauduleuse peut engendrer des incendies. La mise en danger de la vie d'autrui est une infraction passible d'un emprisonnement d'une année ferme et d'une amende de 200 000 francs. Ça, c'est lors de leur intervention au sein de la commune de Belbela. Il y a eu des violences qui ont été exercées sur ces personnes dépositaires de l'autorité publique. Il y a eu des dégradations. Là aussi, des peines d'emprisonnement et des amendes sévères sont encourues. De la même manière que des policiers ont été blessés au cours de troubles à l'ordre public à ce moment-là précis. Donc le deuxième point le plus important, c'est la recrudescence, j'emploie encore le terme de recrudescence, d'incendies volontaires. La protection civile a démontré par des enquêtes, au moment où ils sont intervenus, que les feux ont une origine criminelle. Le directeur général de la police nationale l'a également rappelé, des enquêtes sont en cours. Lorsqu'il s'agit d'incendies volontaires, c'est ce qu'on appelle une réclusion criminelle qui est encourue. Si, par l'utilisation de substances, ce qu'on appelle explosives, ou par une flamme qui a été allumée, et par le fait de locataires, je précise bien de locataires de logement, la peine d'emprisonnement encourue, réclusion criminelle de 10 années et d'une amende sévère de 5 millions de francs. Cet incendie volontaire est réalisé en bande organisée. Il y a une concertation au préalable. Les sanctions pénales encourues sont doublées. Autre nouvelle du pays, un atelier de validation du document cadre sur la stratégie nationale de la gestion participative des points d'eau au milieu rural. Cet atelier a été organisé en collaboration avec la direction hydraulique rurale et l'USAID ainsi que l'UNICEF. L'accès à l'eau potable est un droit universellement reconnu pour tous, qu'il soit en milieu rural ou urbain. Le gouvernement a pris l'engagement de la réalisation de ces droits et non seulement remis en cause par les effets du changement climatique, mais aussi par le défi lié à la gestion des points d'eau, augmentant ainsi le coût lié à la fourniture d'eau compte tenu des limites ressources en eau et de leur rareté et de leur coût d'exploitation. Nous avons tous le droit de préserver ces ressources et de protéger les ouvrages d'eau. Cette stratégie ne manquera pas d'accélérer les efforts pour un accès continu de l'eau amélioré et abordable aux usagers, y compris aux groupes vulnérables et aux plus défavorisés. Cet atelier a vu la participation de plusieurs experts, ingénieurs et techniciens du ministère de la Culture, des ONG nationaux et internationaux, ainsi que des responsables et conseillers. La région de l'Intérieur, présidée par la coordinatrice par intérim de l'UNICEF, Mme Alexandra Ilmer, et la directrice hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman Ahmed. Les usagers de l'eau assumeront désormais des responsabilités plus larges par rapport à la bonne gouvernance des ouvrages d'eau, dont ils bénéficient et sont relevés au rang d'acteurs par leur propre. Développée et affirmant dans son intervention la représentante adjointe de l'UNICEF, Mme Alexandra Ilmer. De son côté, la directrice hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman Ahmed, a indiqué dans son intervention que cette stratégie s'articule autour de l'amélioration de la gouvernance des ouvrages hydrauliques
en redirigeant les comités de gestion vers des associations et des usagers de l'eau. La mise en place d'un service payant de l'eau pour contribuer à un coût d'entretien à la maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau potable avec pompage, l'efficacité et la proximité dans la maintenance et de la réparation des ouvrages d'eau en faisant appel au partenariat avec des prestataires privés ou des artisanaux. Écoutons. Comme vous le savez, la lutte contre la soif est un défi placé dans la priorité de la feuille de route du gouvernement depuis l'indépendance. Jusqu'à présent, la réalisation, l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des infrastructures d'alimentation en eau potable des populations rurales sont à la charge de l'État par le biais de la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture. Cet effort au niveau des décideurs politiques est accompagné par des réformes institutionnelles garantissant la mise en place de structures décentralisées, ainsi que la création, notamment la création récente d'un ministère délégué de la décentralisation qui a vu le jour lors de notre dernière constitution du gouvernement, ce qui est un atout pour renforcer tous les systèmes de réformes institutionnelles délégués déjà mis en place dans les régions de l'intérieur. De la sorte, les conseils régionaux, les préfectures, les communautés de base assumeront très bientôt des responsabilités accrues pour accompagner les efforts du gouvernement, notamment en ce qui concerne la gestion rationnelle et la pérennisation des infrastructures hydrauliques d'eau en milieu rural. Il est à savoir, sans cet effort conjoint de l'ensemble de ces acteurs, toute initiative dans ce domaine est vouée à l'échec pour la définition des politiques nationales en matière d'eau et d'assainissement et est responsable aussi de la mise en œuvre du programme national d'accès à l'eau et à l'assainissement pour le milieu rural, à savoir le PNAEPA Vision 2035 qui a été validé en 2015. La gestion des infrastructures de surface d'accès à l'eau n'incombe plus à la responsabilité seule de la DHR, mais c'est l'attribution des communautés qui doivent être perçues comme des consommateurs, des clients, des administrateurs éclairés, aptes à choisir le type de service qu'ils sont en mesure de fournir et non comme des bénéficiaires passifs dans l'assistanat total. Les équipements des installations de pompage nécessitent l'entretien, la protection et souvent l'approvisionnement en carburant. Les collectivités locaux, les conseils régionaux doivent s'impliquer dans la gestion des infrastructures de leur région pour assurer le fonctionnement pérenne des ouvrages. Un transfert de responsabilités et de compétences vers les usagers est nécessaire et ceci se fera de manière progressive. Autre actualité, dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, Salam, le comité de gestion communautaire du quartier d'Al-Hiba a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, comme se procurer de la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore de lutter contre la drogue. Dans le cadre du programme aussi de promotion et de protection des droits humains, la gestion communautaire du quartier 6 a organisé elle aussi hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et en partenariat avec l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que leurs droits et les droits de l'enfant, c'est qu'il y a une branche des droits de l'homme, protection civile de l'enfant et ainsi de suite. Nationaux et internationaux non plus importants et de conventions relatives aux droits de l'enfant, par adopter en l'Assemblée générale des Nations unies. Et parmi ces droits figure la procuration de la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles, ou encore lutter contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes et des moins jeunes issus de toutes les quartiers ici en période de l'été. Une sensibilisation sert une importance capitale car c'est l'été où les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que les CDC. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ces genres de sensibilisation sont organisés régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité, indique qu'il est primordial de respecter les droits qui reviennent pour les enfants. Les enfants, elle a par ailleurs indiqué que le comité déploie toujours des gros moyens pour mettre les enfants dans les meilleures conditions. Actualité internationale à présent.
Le Kenya aux urnes, des élections couteau à tirer. Les Kenyans ont commencé à voter mardi matin dans des élections générales apparentées, disputées et notamment une présidentielle serrée entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival de l'opposition Raila Odinga. De Kisumu, la grande ville de l'Ouest, à Nakuru dans la vallée du Rift, en passant par Kibera, la plus grande bidonville de Nairobi, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 h du matin et à la satisfaction des milliers d'électeurs qui ont pour certains attendu depuis plusieurs heures. Dans la fraîche nocturne imoutouflée dans des ouvertures de Maasai, la Kibera, bastion de l'opposition, le bureau de vote de l'école primaire olympique a ouvert ses portes vers 6 h 15. Priorité a été donnée aux femmes avec des enfants à bas âge. Le vote doit prendre fin à 17 h locales. Beaucoup d'électeurs utilisaient la lumière de leur téléphone portable pour éclairer la fiche affichée sur le mur et vérifier ainsi quel bureau de vote ils étaient inscrits. Quelques 19,6 millions d'électeurs sont appelés à départager le président sortant Uhuru Kenyatta, 55 ans, et le fils du père de l'indépendance du pays de 1963, Raila Odinga, vétéran de la politique kenyane et candidat pour la 4e et probablement dernière fois à la présidentielle. À Venezuela, au cœur du Parlement vénézuélien, ce sont deux assemblées qui s'affrontent au sein du même bâtiment. Alors que la Constitution vient de reprendre ses travaux, quelques maîtres de l'Assemblée nationale, dominés par l'opposition, dénoncent son caractère dictatorial et sa décision d'étendre 2 ans la durée de ses pleins pouvoirs. Cette Assemblée nationale a légiféré au sujet des problèmes de la population. La Constituante, c'est un problème politique de Maduro, réparti des quotas, des postes et continue à inciter à la haine, à la confrontation, affirme José Manuel Olveras, député de l'opposition. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous pour les quelques minutes de focus. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci pour les quelques minutes de focus avec Ferdous Hussein. On va prendre l'athlétisme où Omar McLeod reprend le flambeau. Et effectivement, donc ce matin, je voulais juste commencer par l'Afrique du Sud, mais comme vous l'avez dit, donc le nouveau champion du monde du 110 mètres, donc, et c'était donc lui, s'est imposé donc hier soir à Londres en 13 secondes 04 centièmes devant le tenant du titre, le Russe, le jeune Jamaïcain, a aussitôt donc dédié sa victoire à Usain Bolt, son légendaire donc coéquipier. Donc Omar McLeod chez les dames. Samatar, c'est finalement donc une autre Jamaïcaine qui s'est imposée aux épreuves de clôture du 1500 mètres après donc un duel féroce avec la néerlandaise Sifan Hassan. Comme donc Omar McLeod, elle rajoute un nouveau titre à son palmarès avec sa médaille d'or aux Jeux de Rio. Et en Afrique du Sud, où le Parlement se prononce
sur la motion de défiance contre Zuma. Tout à fait. Donc le Parlement sud-africain devait voter aujourd'hui à bulletin secret la motion de défiance contre son président Jacob Zuma. L'opposition espérant donc ainsi relier des députés du parti au pouvoir, l'ANC, pour ce faire et faire tomber le président. Pour être adoptée, la motion de défiance doit déposée par l'opposition doit recueillir la majorité de voix, soit 201 voix contre 400 si c'était le cas. Le chef de gouvernement et le gouvernement lui-même devrait démissionner. Mais il semble peu probable que cette motion passe. L'ANC qui possède une confortable majorité, voire 249 sièges au Parlement, assurait hier qu'il n'avait aucun doute à craindre un échec. Le président Zuma, comme nous en parlions, 75 ans au pouvoir depuis 2009, dont le dernier mandat expire en 2019, a déjà survécu à 3 motions de défiance. Merci Ferdous Hussein, c'était les quelques minutes de focus avec Ferdous Hussein. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.